L'Afrique nous appelle. Arrêtons de pleurer, de nous plaindre, de subir, d'accuser, de nous trouver des excuses. 140 ans plus tard, c'est tout simplement inadmissible. Les autres ont fait leur part en nous divisant. À nous de faire la nôtre en nous unissant. Le panafricanisme doit cesser d'être un slogan, un vœu pieux pour enfin devenir une réalité. Et ça commence par votre implication personnelle. Rejoignez-nous donc à Lomé dès le 26 juin prochain pour ce qui sera le premier jour de la Nouvelle Afrique. La conférence Mansa sera à la fois le début et la fin de l'histoire. Rendez-vous du 26 au 28 juin 2025 à Lomé. Pour être de la partie, sur place ou en ligne, inscrivez-vous dès à présent sur notre site mansa.com. Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons ensemble les enjeux du continent. Et ce soir, c'est une émission spéciale consacrée à une liberté fondamentale, un droit essentiel, mais de plus en plus menacé sur le continent, la liberté de la presse. En 2025, la situation de la liberté de la presse s'est dégradée dans 34 pays africains. Fermeture de médias, arrestations, coupure d'Internet, autocensure, le constat est brutal et le journalisme en danger. Et pourtant, sans presse libre, pas de démocratie, sans journalistes indépendants, pas de débat public éclairé, pas de contre-pouvoir face aux abus. Alors ce soir, nous posons cette question aux côtés de nos invités. Où en est-on de la liberté de la presse en Afrique ? Peut-on encore informer librement sur le continent ? Et pour en parler ce soir, je reçois Aymeric Torroignan. Bonsoir. Bonsoir Soukaina, merci de m'avoir invité. Vous êtes journaliste indépendant et votre regard va pouvoir nous aider à y voir plus clair sur l'ensemble du continent. Face à vous ce soir, Mahmoud Jama, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Rédacteur en chef de La Voix de Djibouti, donc vous allez nous permettre de comprendre les spécificités de la presse justement à Djibouti, un État particulièrement muselé, je ne sais pas, vous nous le direz peut-être. Et enfin, nous recevons également ce soir So, vous êtes journaliste indépendant et vous avez un regard particulier sur la Guinée, où se sont déroulés justement un forum sur la presse. La Guinée, ce n'est pas un cas isolé sur le continent, mais c'est un bon exemple pour essayer de comprendre où est-ce qu'on en est. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec ces quelques chiffres. En 2025, donc 5 pays africains sont apparus dans le top 60. La Namibie, le Cap-Vert, le Ghana, l'Afrique du Sud et le Botswana. Certains ont chuté, c'est le cas notamment de Djibouti, mais également de la Guinée qui a perdu 25 places. Pourquoi cette chute ? La question elle est simple, c'est lié au fait qu'ils sont sur le terrain et c'est un diagnostic de la réalité sur l'existence et la vie des médias en Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir que au moins 3 médias de grande audience aujourd'hui sont fermés depuis plus d'1 an. Il y a 4 radios, une télé qui ont été interdites. Oui, je n'ai pas le nombre en tête, mais il y a beaucoup plus cela. L'important est qu'on a fermé des médias de grande audience et ce n'est pas près de réduire l'image de la Guinée à l'international à travers les dénonciations de l'ONU et de RSF RSF Reporters sans frontières en France. Donc ce n'est pas surprenant. Mais moi je voudrais un peu rebondir sur le forum. Ce n'est pas le premier forum qui se tient en Guinée. Et aujourd'hui, ce n'est pas que dans la presse dont on a besoin de diagnostiquer pour trouver des solutions d'avenir, mais c'est l'ensemble de la société guinéenne parce que la presse, dit-on que c'est le 4e pouvoir et cette presse ne donne que... Elle a un pouvoir d'informer, notamment. Ça, c'est son premier rôle. Mais son deuxième rôle aussi, c'est de dire ce qui ne va pas à travers des dénonciations, des malversations financières,
des fonds publics qui sont destinés à être utilisés de façon efficiente par ceux qui nous gouvernent. Et si ça se passe... une bonne gouvernance, elle s'accompagne forcément d'un rapport aux médias sains. Bien sûr, même si aussi au niveau de la presse, moi j'y ai passé près de 10 ans à travailler, je connais le milieu, il y a des journalistes qui sont professionnels, il y en a aussi d'autres, franchement, ils ne sont pas professionnels. Ça, il faut le noter, il ne faut pas avoir honte de le dire, mais cela ne veut pas dire qu'un journaliste, lorsqu'il dénonce, même si souvent il n'apporte pas les preuves de sa dénonciation, mais ce n'est pas... un mérite de quitter les siens pour qu'on ne cherche pas où la personne se trouve. Ce n'est pas en fait un motif pour faire disparaître un journaliste. On ne sait pas où on va avec cette situation. Et je voudrais vous entendre sur votre ressenti. Ce soir, on a la chance d'avoir 3 journalistes sur le plateau, chacun avec vos expériences. Vous avez fait de la télé, de la radio, de la presse écrite. Comment aujourd'hui vous vous sentez, Mahmoud, en tant que journaliste? Dans quelle mesure vous vous sentez capable d'exercer votre travail? RCC du métier de journaliste à Djibouti est déjà très compliqué. Djibouti, vous avez parlé tout à l'heure de chute de 7 places. On est passé 168e on aujourd'hui. était 161e l'année dernière et 2025, on est passé à 168e, donc chute de 7 places. Mais cette chute, elle est juste un peu conjoncturelle du fait qu'il y a d'autres pays qui ont, et aussi, on va dire, reculé au niveau de la liberté de la presse. Mais en réalité, Djibouti ne bouge pas. Djibouti, depuis une trentaine d'années, elle côtoie les dernières places parce qu'il n'y a pas de médias, il n'y a pas de journalistes. Le métier du journaliste en tant que tel est la presque interdit. D'État exactement. Le métier du journaliste en tant que tel est interdit. C'est la communication de l'État, comme vous dites, communication du gouvernement. On crée des instances haute communication, des instances de l'État qui gèrent les médias. Et lorsque c'est l'État qui gère, il n'y a pas de derrière, il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a aucun média libre qui existe à Djibouti. Il y a un seul média, et c'est un média d'État et du gouvernement. Le manque de pluralité des voix journalistiques, ça fait partie des mécanismes de censure aujourd'hui à Djibouti? À Djibouti, nos journalistes, nos reporters travaillent dans la colonne destinité. Si on le trouve, si les policiers le trouvent, ils les arrêtent directement. S'ils voient que, juste un exemple, un de nos journalistes était en train de filmer une scène d'incident d'immeuble qui a eu un incendie et il a été arrêté parce qu'il était en train de filmer. Juste ça. Ce n'est pas une information capitale, ce n'est pas quelque chose qui touche l'État, ce n'est pas politique, il n'y a rien. C'est juste parce qu'il y a un incendie, quelque part, il était en train de filmer, il a été arrêté. Donc, c'est ça le travail du journalisme à Djibouti. Et cette partie-là, l'État Djibouti, après, pour communiquer avec le reste du monde, utilise des médias comme Jeune Afrique, comme d'autres médias africains, achetés, payés, des magazines comme ça qui font la propagande pour faire passer Djibouti en état. Si on lit comment ils pensent les médias à Djibouti, c'est un pays où la liberté d'expression existe, où il y a les journalistes exercent leur métier convenablement et qu'on accueille tous les journalistes qui viennent du monde à Djibouti. On a vu des journalistes qui ont été expulsés à Djibouti, que ce soit des journalistes de grands médias internationaux ou des petits médias. Et des médias à Djibouti, ça n'existe pas. Donc mon métier de journaliste à Djibouti est totalement impossible aujourd'hui. Il est biaisé, Émeric, votre regard? Ça dépend du coin du globe ou du coin de l'Afrique où on se trouve. Il y a des pays qui sont bien lotis, il y a des pays qui ont les lauriers aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui ont dégringolé. Il faut voir, quand vous voyez un tout petit peu comment on nomme les instances qui patronnent, qui coiffent ou qui régulent le domaine des médias dans plusieurs pays francophones de l'Afrique, vous comprenez la vision des gouvernants en ce qui concerne la presse. On dit souvent haute autorité de la communication. Par haute autorité de régulation de la presse, par haute autorité de régulation du secteur de l'audiovisuel ou du secteur de la presse écrite, mais
haute autorité de la communication. Or, on sait que le journalisme, ce n'est pas à proprement parler de la communication institutionnelle. Aujourd'hui, du côté des gouvernants, on voit les médias comme un instrument de communication institutionnelle, alors qu'en réalité, un journaliste, ça rapporte des faits, ça enquête, ça informe la population. Il n'y a pas de démocratie sans une presse libre et crédible. Mais il faut aussi noter que dans le milieu de la presse, il y a eu une certaine décrédibilisation qui s'est installée. À tel enseigne qu'aujourd'hui, la population a du mal à écouter les journalistes et se rabat sur des donneurs d'opinion sur les réseaux sociaux, notamment sur les TikTok. C'est quoi? C'est un climat de défiance de la population? Exactement. Justifié par quoi? Parce qu'on a dans nos rangs de la corruption également. Quand on parlait de la Guinée, il y a quelques semaines de cela, ou il y a quelques jours de cela, 2 responsables de la haute autorité de la communication ont dénoncé un fait. Des journalistes, des médias auraient reçu de la main du président une somme pour faire la propagande de l'État. Et c'est quand 2 personnalités comme ça, de l'instance de régulation, dénoncent quelque chose, on a du mal à balayer cela du revers de la main. Et cela se passe dans plusieurs États. Au Bénin, par exemple, on a eu, dans un passé récent, je ne peux pas vous dire si ça continue aujourd'hui, des contrats signés avec des journaux, des médias, pour accompagner le gouvernement. Et quand vous allez, par exemple, au Togo, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, combien de fois des journalistes sont kidnappés? Guinée, on a ce jeune journaliste qui a disparu, je pense Marwan, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui a disparu depuis plusieurs mois. On nous dit que ce sont des gendarmes qui l'ont enlevé, et au même moment, les journalistes demandent qu'on fasse une enquête pour savoir où se trouve Marwan, alors que ce sont des gendarmes qui l'ont enlevé. Ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Et quand on fait l'état des lieux des médias dans nos pays, on a parfois du mal à se dire tout va bien. Et en réalité, tout ne va pas bien. Beaucoup de choses vont mal. On parle de classement depuis tout à l'heure, mais peut-être juste revenir sur RSF, donc Reporters sans frontières, qui publie ce classement-là. Est-ce que déjà, il faut se fier à ce classement-là? Est-ce qu'il est véritablement le reflet du terrain, ou est-ce que ça manque parfois de nuances locales? Est-ce que c'est fidèle finalement? Il faut rappeler que RSF a partout des représentants locaux dans les pays, et donc c'est l'ensemble des rapports, des retours de ces représentants locaux. RSF tient de ses retours pour pouvoir faire son classement. Donc c'est un ensemble de faits dont ils tiennent compte, et ça ne peut être que le reflet de la réalité, quoi. Ça, c'est soit dit en passant. Comme je vous disais tantôt, en fait, les recommandations dans nos pays, et principalement en Guinée, c'est des recommandations qui sont destinées à être dans les tiroirs de nos bureaux. Parce que ici, je relève... On va revenir sur ce forum justement qui s'est tenu en Guinée. Le but, c'était de faire cet état des lieux. Il y a eu 2 annonces qui sont sorties à la sortie de ce forum. Donc il y a eu la création d'un organe d'autorégulation et l'élaboration d'une convention collective, donc réclamée de longue date par les syndicats. C'est insuffisant? Depuis 2014, année à laquelle moi j'ai quitté la Guinée, il y a eu des réunions, des forums. En ce moment, c'est le président Alpha Condé qui était au pouvoir. On parlait de la convention collective. Même si par endroits il y a eu des avancées, mais dans la réalité de l'application de ces conventions collectives, il est difficile pour les patrons de presse de le faire, parce qu'un média d'abord, c'est une entreprise qui doit faire des revenus. Or, dans nos pays, la réalité est telle que les médias ne peuvent pas faire des revenus, parce qu'un média, c'est la publicité, et c'est les reportages, et les publics reportages qui font que le média a des revenus. Mais c'est un marché qui n'existe pas, par exemple, en Guinée. Même s'il existe, il faut avoir un réseau très puissant pour pouvoir bénéficier des annonces publicitaires et des publics reportages pour espérer faire
vraiment des revenus conséquents pour pouvoir faire face au contenu de ces conventions collectives, payer des journalistes avec des salaires qui sont consistants pour qu'ils puissent vraiment être professionnels et équilibrés dans leurs informations. Mais comment voulez-vous qu'un journaliste qui n'a même pas de salaire puisse résister à une proposition aussi mirobolante que peuvent vraiment le faire nos gouvernants? Ce n'est pas évident. Mais on est amené toujours à faire des diagnostics. Mais les diagnostics aussi, souvent... Ils sont soumis, par exemple, dans le cas de la Guinée, ce qui est intéressant de relever, c'est qu'il y a eu ces 2 annonces qui ont été faites, mais qu'elles vont être soumises derrière, justement, à l'approbation de la haute autorité de la communication. Ça revient à ce que vous disiez, Émeric. Donc, finalement, le serpent se mord la queue, on fait des propositions, mais qui les approuve? C'est là le problème. On tourne en rond. C'est comme dans la gouvernance. En fait, c'est ce que je vous ai dit tantôt. Il faut que toute la société guinéenne, dans tous ses aspects, franchement, soit vraiment éveillée pour pouvoir trouver des solutions. Parce que on ne peut pas partir du fait que le métier de journaliste, c'est un métier très ingrat. Parce que le journaliste cherche à mettre sur la place publique ce que les autres veulent cacher, notamment les gouvernants. Et les gouvernants, ce qu'ils font derrière le mur, ils ne veulent pas que cela soit sur la place publique. Donc, vous avez ce phénomène contraste entre ces 2 entités. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là le problème, c'est là la question. On ne peut pas être amené à gérer un pays et se permettre de gérer le pays de scandale financier à scandale financier et qu'un journaliste mette ça sur la place publique après qu'on dise on va faire un forum pour parler de l'avenir de la presse. Mais avant de parler de l'avenir de la presse, il faut parler d'abord de l'avenir du pays. Et l'avenir du pays est lié à la bonne gouvernance par les personnes qui sont amenées à gouverner ce pays. Ensuite, un autre aspect, moi je crois que c'est là le besoin aujourd'hui d'institutions fortes dans nos pays. On n'a pas besoin d'hommes forts, mais des institutions qui sont fortes pour que la presse soit ce 4e pouvoir dont on rêve ou dans lequel on veut vraiment le mettre. S'il n'y a pas d'institutions fortes, ça ne pourra pas marcher parce que, d'autant plus que les militaires, c'est des gens, ils sont hostiles à la critique. Vous vous imaginez un commandant qui a plus de 1000 hommes à sa guise. Et par ailleurs, il crée ces forums-là de dialogue, donc on a l'impression que il y a un esprit contradictoire. À Djibouti, est-ce que ça a déjà vu déboucher sur quelque chose de concret, ce genre de forum de dialogue? À Djibouti, ils organisent des plénières, ils organisent des journées mondiales pour la presse, mais ce qui organise, c'est l'État. Et les médias de l'État, c'est le média de l'État. Qu'est-ce qui sort? Pas grand-chose, parce que de toute façon, ils sont qu'entre eux, il n'y a qu'eux qui décident, et on n'écoute pas le reste de la société, tout est verrouillé, tout est fermé. Donc, on continue dans cet aspect-là. Moi, ce que je voulais revenir, c'est le rôle vraiment des médias. Lorsqu'on dit 4e pouvoir, on a l'impression que c'est un peu plus en décalage par rapport aux autres. Mais s'il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas de bonne gouvernance. Le pays ne peut pas se développer. Et ça, il faut que les gens comprennent. Il n'y a pas un pays qui se développe sans un vrai média. Sinon, il y a des détournements. Ce qui fait fonctionner les pays développés, c'est le fait qu'il y a des critiques, le fait qu'il y a des gens qui mettent sur la place publique des enquêtes, des affaires qui sont détournées. Je vais vous prendre un exemple sur ce qui s'est passé à Djibouti. Le président djiboutien a décidé un jour de dire aujourd'hui on va créer un fonds souverain. Tout le monde ça a été critiqué par l'opposition, par les médias, la Voix de Djibouti. On a dit Djibouti n'a pas les moyens de créer un fonds souverain. 5 ans plus tard, après plusieurs pertes, je ne sais pas de combien de millions, aujourd'hui on n'a aucune idée, le président décide de dire je vais liquider les fonds souverains. Entre-temps, on n'a aucun bilan, on n'a aucune information de ce qui s'est passé. Pourquoi il a créé, pourquoi il veut supprimer, combien l'argent public on a perdu, on n'a aucune idée aujourd'hui. Et ça, le gouvernement, en tout cas, ils veulent cacher cette réalité. Le travail du journalisme, c'est de sortir ces informations et de montrer à la place publique combien le pays a perdu dans cet exercice, dans cette aventure qui était fonds souverain.
Donc c'est ça aventure là. ambiguë. Voilà, c'est une aventure. Et cette aventure aujourd'hui, je pense que ça crée des dettes et ça crée énormément d'argent perdu pour le contribuable djiboutien. Voilà, c'est une réalité qui existe. Oui, toutes ces réalités, ce sont des faits, ce sont des choses réelles. J'aimerais attirer notre attention sur quelque chose, sur le financement des médias, qui est réellement un problème. Parce que du côté des journalistes et des patrons de médias, on se dit, je ne peux pas ou on ne peut pas cracher ou critiquer ou taper sur la main qui nous nourrit. On rappelle que 70 à 80% des médias, justement, ils dépendent des annonces publiques et c'est souvent réparti de façon arbitraire. Ça en dit long également après sur la frontière avec la ligne éditoriale. Je pense que c'est là aussi où vous allez en venir. C'est exactement ça le problème. On n'a pas rodé un système, on n'a pas mis un système en place qui permet aux médias de se financer de manière convenable sans trop d'accointance avec l'État ou des États qui se disent oui, nous finançons les médias, que ce soit les médias publics, que ce soit les médias privés, mais au même moment, on ne sera pas derrière ces médias en leur disant vous devriez être nos caisses de résonance. Il faut des États conscients, il faut des gouvernants conscients et il faut également un journalisme beaucoup plus patriote qui regarde à l'intérêt public et objectif au lieu de regarder à sa poche, à comment se développer financièrement, quoique le développement financier d'un média compte également parce que les journalistes doivent être payés, nourris, doivent être également à l'abri du besoin. On en parlera peut-être plus tard justement des enjeux économiques. Oui. Je vous laisse finir, mais ça fait également partie des véritables enjeux. On pense à la presse papier qui commence à se perdre, qui est difficilement numérisable. Il y a cette censure économique dont certains sont victimes parce que justement c'est difficile d'aller chercher des fonds. Mais je vous laisse finir, on parlera de cela en deuxième partie de l'émission. Pour finir, j'allais dire, on a un besoin de former non seulement des journalistes, mais on a un besoin de former également des gestionnaires de médias. Souvent, on dit un média doit être géré par un journaliste. Mais souvent, le journaliste n'est pas formé sur des questions financières, plutôt. Le journaliste n'est pas formé sur la mobilisation de fonds. Le journaliste n'est pas formé sur comment fructifier, comment gérer les ressources humaines. Et ça, c'est le propre d'un gestionnaire des médias. C'est des formations qu'il faut que le continent mette en place pour pouvoir consolider non seulement les acquis, mais également permettre à nos médias de pouvoir évoluer, d'avoir des journalistes complètement indépendants, pourquoi pas. Trouver une meilleure structure propre à chaque État, vous partagez le même avis, So? Oui, justement, je disais tantôt que la presse, c'est d'abord des sociétés, c'est des sociétés de médias, donc qui sont amenées à être gérées et de façon, disons, rationnelle, de sorte à pouvoir faire des revenus. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des patrons de presse confondent une personne physique et une personne morale. Là c'est notre problème, parce qu'à partir du moment où vous êtes dans une personne morale, votre média a un statut de personne morale. Ça veut dire que vous n'êtes plus propriétaire, mais vous êtes actionnaire. Et là, c'est un autre nez de problème qu'on doit résoudre pour pouvoir vraiment commencer à résoudre le problème. Parce que les gens, ils confondent les caisses des médias à leur poche. Et ça ne peut pas vraiment donner longue vie aux entreprises de presse. Ce qui fait que je reviens un peu sur ce que disait mon confrère tout de suite. Il faut qu'on arrive à gérer les médias de façon efficiente, de sorte qu'elles puissent vraiment faire des revenus. Cela ne peut pas se faire sans formation. Parce que la plupart des journalistes n'ont pas pu avoir les éléments, les compétences pour gérer et rendre efficientes des entreprises de presse. Donc ça, c'est un autre problème. Et à qui la responsabilité? C'est à l'État d'exiger, au même titre que quand on voit justement ces forums sur la presse en Guinée avec des recommandations qui sont proposées. Est-ce que qui doit proposer justement cela, cette réforme, cette structure?
Bon, la ces gestionnaires responsabilité, à former? moi, je peux dire que la responsabilité est partagée à partir du moment où toutes les deux entités sont concernées par les problèmes qui surviennent à travers certains écarts de la presse et certains aussi écarts des responsables dans la gouvernance publique et politique. Mais l'État ne devrait pas croire que la subvention qu'elle apporte aux médias, c'est un don. Non, ce n'est pas un don, c'est de l'argent public. Les médias font partie des entités publiques qui doivent bénéficier de cet argent public. Mais c'est là aussi un autre problème parce qu'on confond donner et subventionner. Ce n'est pas la même chose. Et c'est ce qui fait que souvent les gouvernants ont une certaine arme vis-à-vis des médias parce qu'ils se disent qu'on leur donne de l'argent, mais derrière, ils nous critiquent. Oui, elle s'ingérait vraiment dans les choix éditoriaux, entre autres. C'est ça. En fait, eux, ils pensent qu'en donnant de l'argent, ça peut faire influer la ligne éditoriale en faveur du gouvernement. Non, ce n'est pas ça. En fait, vous permettez de faire exister un maillon important dans la démocratie sur laquelle vous vous êtes inscrit pour que les choses soient vraiment équilibrées et que les citoyens auxquels on doit vraiment redevabilité par rapport à notre politique de gouvernance, franchement, soient informés et que voilà, les choses aillent de façon transparente. Mais ce n'est pas le cas. Mahmoud, quand on gère quand on dirige plutôt un média indépendant, comment est-ce qu'on fait justement pour le financement? C'est un cas de figure qui pourrait intéresser nos téléspectateurs. Comment ça fonctionne? Déjà, c'est très compliqué pour commencer. Et en plus, ça avec de temps en temps, on a des aides extérieures, des fois, des aides d'autres des fonds extérieurs. Mais récemment, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, beaucoup de médias africains, beaucoup de médias même dans le monde, sont en difficulté aujourd'hui à cause de l'arrêt de subventions des États-Unis ou des États-Unis, de l'USAID, l'USAID ou d'autres organismes qui existent aux États-Unis. Donc, la Voix de Djibouti est impliquée dans cette problématique-là. Et ce que je peux dire, c'est que il faut mettre en place une gestion rigoureuse. Le moindre aide, le moindre subvention que vous recevez, c'est quelque chose qui doit être géré de manière convenable. Et c'est très difficile de gérer pour trouver un modèle viable. Un modèle fiable, parce qu'en plus, de notre côté, on ne peut pas vivre de publicité. Notre pays est totalement fermé en matière de médias. Et en matière de publicité aussi, notre média est interdit à Djibouti. Et dans votre cas, c'était un choix justement de créer ce média-là, d'avoir cette liberté de ton, cette liberté... Oui, nous avons vu comment ça fonctionnait aussi avec le gouvernement djiboutien, l'information qui sortait à Djibouti, c'est une information contrôlée, et les médias choisis, c'est généralement des médias étrangers payés par le gouvernement djiboutien. Donc, on voulait offrir au public djiboutien une autre voie, une indépendance que ces médias n'en avaient pas. Et on nous taxe souvent un média d'opposition, mais on ouvre notre média, on sollicite les gens du gouvernement, les gens du pouvoir, pour qu'ils répondent à débat. Notre place et notre envie, c'était d'offrir le peuple djiboutien un débat sur sa gestion, la gestion du pays, un débat sur les questions politiques, sur la question sociétale. On voulait ouvrir ces débats-là. Il y a quelques personnalités du pouvoir qui ont accepté de jouer ce rôle, mais la majeure partie, en tout cas la majeure partie du temps aussi, on reçoit que des réponses négatives. Ils ne veulent pas s'exprimer sur ces médias parce qu'on les critique, on sort des informations qui dérangent. Et sortir ces informations qui dérangent, vous êtes taxé opposant directement. Parce que cette information-là gêne. Parce que vous sortez quelque chose que le gouvernement veut cacher. Voilà. Donc là, vous êtes un opposant. Et une fois que qu'ils vous mettent cette étiquette d'opposition, s'il y a quelqu'un du pouvoir qui s'exprime sur votre média, là, tout de suite, lui aussi, il est taxé d'opposant. Il peut même avoir des problèmes. J'ai eu quelques cas qui m'ont rapporté qu'ils ont eu des soucis après
une fois qu'ils l'ont passé dans notre chaîne. On a le sentiment finalement qu'il y a un dilemme qui se joue entre être libre, mais finalement manquer de financement, avoir cette précarité économique et s'engouffrer dans des médias qui seraient financés par des chefs d'État ou autres. Émeric, finalement, est-ce qu'il y a un modèle africain viable de presse indépendante sur lequel on pourrait se tourner et on pourrait s'inspirer? Je pense qu'il faut d'abord amener le public à adopter les différents médias qui existent sur nos continents. Mais avant, au lieu qu'on ait des pléthores de médias, tel journaliste qui quitte tel média crée rapidement un organe de presse écrite, on en a tellement alors que le marché de la publicité déjà n'est pas un marché conséquent dans nos différents pays. Si dans un pays, on a par exemple, je prends l'exemple de la Guinée ou de Djibouti ou de, je sais pas, du Bénin, au lieu d'avoir 20, 40, 50, 100 titres de journaux papier, de presse écrite. Si on avait trois grandes entreprises ou 4 grandes entreprises de médias ou de presse écrite, vous verrez que la situation des journalistes qui y travaillent serait beaucoup mieux. Et c'est comme ça que les New York Times et autres se sont développés. Les Parisiens se sont développés. Les autres journaux qu'on lit aujourd'hui avec beaucoup de fierté, c'est comme ça que ça s'est développé. Exister économiquement en marge du système, ça se fait par une espèce de... Non, alors... Je vois hocher de la tête, ça paraît impossible. La vente du journal papier aujourd'hui ne rapporte plus grand-chose. Oui, ça c'est un déclin international. C'est pas une problématique qui est Le mécanisme, il faut installer un mécanisme qui permet au public de pouvoir souscrire, de pouvoir soutenir les médias qui existent. Mais s'il y en a un pléthore, on a du mal à être rattaché à un journal papier, à un quotidien ou à un hebdomadaire. Le public a du mal à s'attacher à plusieurs à la fois. Mais quand il y en a quelques grands noms, on peut facilement s'attacher à ces médias et mettre un mécanisme en place pour que les publics puissent aussi financer. Et comme ça, les médias savent que nous ne travaillons pas d'abord pour les gouvernants, nous travaillons pour le public qui met son argent, qui donne son argent pour nous soutenir, pour nous permettre de tenir bon. C'est vrai que les aides internationales sont les bienvenues. L'USAID, c'est vrai que voilà, Donald Trump a mis une croix pour le moment sur la subvention qui vient de l'USAID. Je sais qu'il y a des projets de l'OIF également qui financent au niveau des médias francophones et tout. Il faut vraiment faire des assises qui réunissent des économistes, des gestionnaires de médias, des gens qui sont spécialistes du domaine pour qu'on puisse sortir un modèle. Beaucoup de médias africains cherchent leur modèle économique pour pouvoir s'en sortir. Et pour le moment, c'est l'État qui finance. Quand l'État finance, on dit c'est un média pro-gouvernement. Quand c'est l'opposition, un richissime homme d'affaires de l'opposition qui finance, on catégorise, on caricature ce média et on a tendance même à aller fermer, mettre la clé sur les paillassons, empêcher ce média de pouvoir travailler, lui inventer par exemple des situations pour que la justice puisse ordonner la fermeture de ces médias. On va poursuivre justement, je vous voyais réagir, on va poursuivre justement sur cette presse sans moyens, cette presse vulnérable. On prend une courte pause d'abord sur Vox Live et on revient dans un instant, restez avec nous. Merci d'être avec nous sur Vox Live, le débat se poursuit. Je vous voyais réagir justement sur ces médias indépendants en marge finalement. Est-ce qu'on peut réussir économiquement en marge du système? Oui, on peut économiquement réussir, disons, en posant un certain nombre de critères pour pouvoir limiter l'accès facile à la création des médias, comme tantôt le disait mon confrère. Il faut placer la barre haut pour qu'on puisse vraiment limiter cette saignée de création à tous azimuts qui semble-t-il est facile. Parce que moi, j'ai été vraiment un exemple.
Moi, mon premier média dans lequel j'ai travaillé, c'était un média dont les questions, disons, dans la ligne éditoriale, traitait uniquement des questions économiques. Donc, j'y ai fait plus de 6 mois, 7 mois. C'est là que j'ai fait mes armes. Et après quelques 10 mois, j'ai lancé mon propre média. Il m'a suffi juste d'aller dans un tribunal pour faire une déclaration, avoir un registre de commerce. Et je n'avais même pas un fonds de roulement pour pouvoir vraiment pratiquer ou gérer cette entreprise de presse que j'avais en face de moi. J'étais le reporter, le directeur de publication, le journaliste qui enquête. C'est comme ça en fait. Mais les conditions, c'est ce qui fait que les conditions, franchement, doivent être mises pour ne pas que n'importe qui puisse vraiment aller vers cette aventure dans la création. Il faut ouvrir le marché. Par exemple, en France, ici, on a des grands magnats de l'économie qui ont des médias. Il y a des médias de droite, il y a des médias de gauche. Mais par endroits aussi, il y a des médias qui sont indépendants et qui ont un modèle économique qui est très viable. Notamment, je vais citer Mediapart, qui fonctionne à l'abonnement. Et aujourd'hui, Jeune Afrique aussi a empiété le pas à Mediapart. En se tournant notamment vers le numérique. C'est ça, en fait, parce que c'est un passage obligé aujourd'hui, le numérique, qui tend à faire disparaître les journaux papier. Donc c'est un ensemble de tous ces modèles économiques qu'on peut mettre en place pour non seulement permettre que les entreprises de presse soient viables, qu'elles puissent vraiment répondre au contenu de la convention collective qu'on peut mettre en place, parce qu'une convention collective, ça protège les employés comme ça protège les employeurs. Donc s'il n'y a pas des fonds qui puissent rouler, tourner, même sans les publicités, ça ne marchera pas. On va tout le temps se réunir pour des forums, des réflexions, des diagnostics. La solution principale, le nerf de la guerre, c'est les fonds. Et pour avoir les fonds, il faut se tourner vers ceux qui en ont. Maintenant, ça ne va pas empêcher que l'État aussi continue à rehausser l'aide publique qu'elle doit donner aux médias. Parce que ça existe en France. En France, les médias aussi ont des subventions, mais c'est des subventions qui sont conséquentes. Mais cela n'empêche pas les médias de dire ce qui ne va pas et ce qui va, même si par endroit, je le disais tantôt, il y a des médias de droite qui sont tournés vers... un clivage assumé. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment acceptable. Il faut un tel scénario pour que l'on puisse s'en sortir, en fait. Il y a un chiffre, justement, pour illustrer votre propos, c'est plus de 300 radios communautaires qui ont fermé en 2025, faute de moyens, dans la zone CEDEAO. Ça illustre ce qu'on disait, Émeric. Bien entendu, puisque ces radios communautaires manquent de soutien. D'abord, les radios communautaires, ce sont des radios à qui on ne donne pas l'accès au grand marché publicitaire. Ouais, c'est des radios de proximité. C'est ça. On ne leur donne pas accès au grand marché publicitaire. Et les communautés qui doivent les financer sont également dans une situation précaire et n'ont pas les moyens pour pouvoir les financer. Et pour revenir à l'exemple que Djibril donnait, prenez quelques titres en Afrique francophone. Moi, je parle de l'Afrique francophone parce que c'est la zone que je connais mieux. Prenez 100 titres. Sur une semaine, à peine vous verrez 2 ou 3 enquêtes. À peine vous verrez 2 ou 3 grands reportages. À peine vous verrez des sujets de fond. Vous ne lirez que des articles de commentaires, d'opinions. Vous ne lirez que en griffe des reportages de séminaires, de tables rondes et tout ça. Or, vous ne pouvez pas intéresser un public avec de tels articles. Peut-être les commentaires politiques, ça intéresse bien sûr le public. Mais quand vous allez que sur des reportages de séminaires, de je ne sais pas quoi, de tables rondes, qui pourra s'intéresser à ça? Le public veut que vous lui parliez de comment, par exemple, l'eau qu'il boit, l'eau que la population boit, c'est
c'est de quelle qualité? Une enquête journalistique pour découvrir quelle est la qualité de l'eau que la population de Djibouti, la population de Cotonou, la population de Conakry, la population de Douala, cette eau qui est bue, elle est de quelle qualité? Comment nous faisons pour aboutir au développement? Comment elle est traitée? Voilà, comment cette eau est traitée? Il y a tellement de sujets d'enquête que les journalistes sur le continent peuvent mener et intéresser le public que de faire juste des reportages de séminaires, des comptes rendus. Ce n'est même pas souvent des reportages, mais ce sont des comptes rendus qu'on lit souvent dans nos médias. Mais sauf que mon ami oublie souvent, on a un problème aussi qui est vraiment énorme, c'est l'accès à l'information. Un journaliste qui informe, c'est celui qui est d'abord informé. Or, dans nos pays, on a un problème vraiment énorme d'accès à l'information. Je crois qu'en Guinée, la loi sur l'accès à l'information publique a été votée et promulguée, je crois, au temps du président Alpha Condé, je ne me rappelle plus trop. Mais sauf que c'est sur les faits que ce problème se pose. Parce que quand vous avez, vous avez une enquête à réaliser et que vous voulez équilibrer votre information, les personnes qui sont concernées ne viennent pas vers vous. Et quand vous allez vers elles, elle ne laisse aucune information ne vous est donnée pour vraiment pouvoir équilibrer votre enquête et donner votre version au public. Donc, c'est là le problème. On est bloqué dans l'accès à l'information, donc on ne peut pas informer. Souvent, on se met sur un seul côté, puisque l'équilibre nous commande de dire que la partie adverse n'a pas pu donner sa version de fait. Voilà. On se limite là, en fait. C'est un problème qui est beaucoup plus lié aux institutions dont je parlais tout de suite. Il faut qu'on ait des institutions fortes qui regardent des hommes qui les représentent que des hommes forts qui représentent ces institutions qui sont moribondes. C'est le principal défi qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés. Et tant que ce défi n'est pas relevé, ça va être très compliqué, non seulement de parler d'une presse libre, mais aussi d'avoir une gouvernance vraiment qui profite à tout le monde. C'est un problème transversal, quoi. Donc il y a un problème de transparence dans la gouvernance et la mise à disposition des informations et des chiffres, surtout des statistiques que les journaux doivent avoir. En commission électorale notamment, on est dans une année charnière en 2025. Le continent va voir se succéder de nombreuses élections présidentielles. On pense au Cameroun, à la Côte d'Ivoire, la Guinée, Djibouti, voilà. 2025, c'est une année charnière. Je crois la Guinée-Bissau aussi. Vous vouliez réagir juste avant? Oui, je voulais réagir sur l'aspect économique. On oublie souvent, en fait, quelque chose qui est essentiel, qui est du côté culturel. En Afrique, on a un problème culturel aussi de lire les journaux, d'acheter des journaux. Donc le peuple africain, en tout cas les auditeurs africains, généralement, ils n'ont pas cette culture d'acheter, de payer un journal. Et généralement, ils sont plus habitués aussi à la gratuité des médias du gouvernement et ils attendent que vous fassiez exactement la même chose. Donc, ils attendent que vous l'offrez votre journal. Nous, par exemple, à Djibouti, on a, du moment qu'on est déjà interdit, on ne peut pas vendre notre journal et on le distribue de façon gratuite. On est obligé de faire ça, sinon on est poursuivi rapidement par les instances du gouvernement. Donc, il y a aussi cet aspect au niveau souscription. Il y a ça aussi. Les gens ne se souscrivent pas parce qu'ils pensent tout de suite à la gratuité de la chose, qu'ils sont tellement habitués que les médias de l'État soient gratuits, soit en tout cas... Et puis il y a aussi l'accès aux réseaux sociaux, à l'information qui va encore plus vite. Voilà, exactement. Donc c'est très différents canaux d'information. Voilà, c'est très compliqué de mettre en place une solution économique pour les médias en Afrique. Donc c'est ces points que je voulais ajouter, ces problèmes culturels qu'on en a et que même si on a envie d'avoir une information fiable, crédible, qu'on cherche auprès des journalistes indépendants et des médias indépendants, le public général ne suit pas aussi cette partie-là. Ils ne mettent pas le moyen
En France, par exemple, vous avez évoqué les cas de Mediapart. Je pense pas clairement que ces cas-là soient possibles en Afrique aujourd'hui. Je ne sais pas dans d'autres pays, en tout cas pas à Djibouti, vu que il n'y a pas assez de gens qui sont engagés à avoir une information fiable et crédible. Merci Mahmoud. Sur la question de la gouvernance, on en parlait un peu plus tôt dans le débat et on disait finalement la presse est le reflet de l'État. On disait 2025-2026, ça va être des années très importantes politiquement sur le continent. Et Méric, est-ce que la presse, dans ce climat-là qu'on a délétère, qu'on a décrit tout au long de cette émission, est-ce que la presse, elle peut toujours être un contre-pouvoir crédible en 2025 ? En tant que... Si le pouvoir de l'argent ne rentre pas en jeu comme on a l'habitude, la presse peut être un instrument de contre-pouvoir. Mais nous connaissons les gouvernants en Afrique. On fait tout quand il y a élection pour soit fêter les journalistes qui sont contre le pouvoir et financer les médias qui sont pro-gouvernement, pro-pouvoir et permettre à ce que l'opinion soit conditionnée pour entendre rien que les louanges de celui qui tient l'appareil de l'État. Et je pense que il faut, pourquoi pas, amener les candidats aux différentes élections, surtout présidentielles, à démissionner de leur poste. Ça peut être une solution. Ce n'est pas forcément la solution, mais je pense que ça peut être une solution si, un mois avant les élections, le candidat qui est président et qui veut se succéder démissionnait, se libérait de tout ce qu'il y a comme instrument ou levier du gouvernement pour pouvoir organiser sa campagne. On pourrait assister à ce fait où un candidat ne met pas les moyens de l'État dans la balance, corrompt la presse pour pouvoir conditionner l'électorat. Parce que quand on voit justement, si je prends, je sais pas, le cas du Sénégal qui a vu arriver au pouvoir le binôme Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, il y a eu cette ferveur populaire, la ferveur de la rue, mais qui a été accompagnée aussi du soutien des médias. On voit que dans ce cas-là, ça peut faire basculer, on va dire, la balance. Est-ce que dans le cas de la Guinée, on peut s'attendre à ce que les médias, quand on voit justement qu'ils se réunissent pour essayer de créer des forums comme ça pour la presse, est-ce que les médias ont toujours un rôle à jouer dans la présidentielle à venir? Oui, bien sûr. Les médias en Guinée ont toujours eu un rôle à jouer, sauf que ce rôle se cantonne à couvrir les campagnes électorales parce que il n'y a pas, disons, une transparence sur l'origine des fonds qui financent les campagnes des différents candidats. Et comme ça doit l'être, par exemple, ici en France ou dans d'autres pays qui sont en avance. Et donc, le seul rôle, disons, des médias en Guinée, comme moi j'ai couvert plus de 2 ou 3 élections, c'est de couvrir, c'est la couverture médiatique. Mais pendant ce temps, pendant cette période, tous les médias sont lotis. Ça, c'est une réalité que j'ai vécue. Sauf qu'on se limite à cette campagne électorale. On cherche au relais pur et simple de l'information. J'ai pas compris. On se cantonne à être le relais de l'information plus que éducateur des citoyens, si je grossis le trait. Oui, il y a des spots publicitaires souvent qui sont aussi diffusés dans les médias, surtout audiovisuels, les radios et les télés, notamment aussi les sites internet aujourd'hui. Mais ça, c'est pour amener, disons, la population à être dans l'objectivité, ne pas être dans vraiment... éviter, disons, les accros entre militants d'un parti et d'un autre parti. Sauf que, je vous dis qu'on se limite à la campagne, à la couverture de la campagne. Mais une presse franchement libre et indépendante devrait aller plus loin que ça pour savoir, pour mettre le nez partout pour savoir un tel candidat, d'où viennent ces fonds
qui servent à financer sa campagne? Est-ce que c'est des fonds qui sont donnés par des conglomérats, disons, qui ne sont pas souhaitables, ou c'est du trafic qui a été mené pour que ces fonds-là soient disponibles, ou bien c'est des fonds publics qui sont vraiment donnés de façon officielle pour que les candidats, pour qu'il y ait l'équilibre entre tous les candidats qui sont dans la course. Mais on se heurte toujours à cette difficulté d'accès à l'information, parce que voilà, les gens ils ne veulent pas savoir ce que ils veulent pas que vous sachiez ce qu'ils sont en train de faire et d'où viennent leurs fonds. Donc c'est un problème fondamental et qui ne pourra être résolu que lorsqu'on aura la réalité dans l'application de la loi d'accès à l'information. Est-ce qu'en période justement électorale, Mahmoud, vous changez votre façon de travailler? Est-ce que on l'a dit, Djibouti c'est aussi une année électorale, est-ce que le rôle du journaliste il change dans cette période-là? Je voulais revenir un peu sur le cas du Sénégal. Je pense que c'est complètement différent d'un certain nombre d'autres pays. Le cas du Sénégal, il y a un certain nombre de médias qui ne sont pas tenus par le gouvernement. La majeure pays, le cadre démocratique est aussi beaucoup plus établi, beaucoup plus établi que d'autres pays africains, surtout francophones. Parce que lorsqu'on parle Afrique, il faut, je pense, plutôt parler de l'Afrique francophone, là où il y a plus de problèmes. Oui, il y a une tradition de l'alternance démocratique qui est ancrée, mais par ailleurs, les médias jouent aussi un rôle dans ces cas-là. Les médias jouent un rôle si on leur laisse aussi un peu d'espace. Et malheureusement, cet espace n'existe pas dans un certain nombre de pays Afrique francophone. Les médias, même s'il y a beaucoup de médias qui existent dans un certain nombre de pays, ils sont plutôt tenus par les pouvoirs en place, que ce soit de façon économique ou que ce soit de façon un peu plus juridique aussi, qu'ils ont peur que le gouvernement les cible, donc il y a plus censure, et même s'auto-censure. Et ils essayent d'aller dans le sens du gouvernement, de se conformer aux règles du gouvernement. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur la liberté, surtout des médias. Si ces médias sont libres, ils peuvent accompagner une élection libre et transparente. Par contre, s'ils sont tenus, la majeure partie des médias en Afrique, malheureusement Afrique francophone, sont tenus par les pouvoirs. Il y a un pari que, par exemple, le Bénin a gagné, c'est cette imposition aux médias de diffuser les messages de tous les candidats, de ne pas prioriser un message à un autre. Et la zone francophone a intérêt à prendre exemple sur ce mécanisme, par exemple, où les médias, que ce soit les médias publics ou que ce soit les médias privés, quelle que soit votre couleur, quelle que soit la main qui vous finance, vous êtes obligé de passer le message, de recevoir tous les candidats, de faire entendre la voix de tous les candidats, que le candidat ait beaucoup d'argent ou qu'il n'en ait pas, vous êtes obligé de faire passer son message. Et c'est par souci d'équité et d'équilibre que cela se fait. Mais tant qu'on aura des médias ou dans certains pays où on n'a qu'une seule voix, qu'un seul patron, un seul gourou qui fait entendre sa voix, qu'on peut entendre, que la population peut entendre, on aura du recul, il y aura toujours des déclassements de nos pays, de plusieurs pays africains dans le classement de Reporters sans frontières. Merci Méric. On arrive déjà au terme de cette émission. Sauf si on devait retenir justement une mesure pour redresser aujourd'hui la liberté, pour renforcer la liberté de la presse en Afrique, ce serait que les pouvoirs publics soient beaucoup plus regardants dans la gestion, dans la gouvernance, ce qui pourrait vraiment être conséquent pour les médias, parce que les médias ne dénoncent que ce qui ne va pas. Et quand les médias disent ce qui va, le gouvernement ne peut pas t'arrêter parce que tu as dit qu'il a construit un pont, il a construit une autoroute. Mais quand il y a des fonds qui sont détournés et qu'un journaliste le dénonce, c'est ça le problème en fait. Donc il faudrait qu'on arrive à mettre un équilibre entre ces deux aspects pour les gouvernants et pour la presse.
Merci en tout cas pour votre recommandation. Merci messieurs d'avoir été parmi nous. Merci So, merci Émeric Torquegnon et merci Mahmoud Diama d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de La Voix de Djibouti. Merci à vous de nous avoir accompagnés sur Vox Live. N'hésitez pas à nous faire vos retours, vos recommandations sur nos différentes plateformes de diffusion. Et à très vite pour un prochain numéro. Merci. Ce programme vous a été offert par Afriland First Bank. 140 ans de division, de partage, 140 ans de frontières imposées. Il y a 140 ans, 14 États se réunissaient, loin de nous, pour se partager un gâteau selon leurs intérêts. Ce gâteau, c'était l'Afrique, c'était nous. La conférence de Berlin 1885, c'était hier. Aujourd'hui, 140 ans après, la conférence Mansa 2025. Année zéro de la réunification, pour une vision et des projets communs pour la transformation. 2025, des millions d'Africains engagés. Ces Africains, c'est vous, c'est nous. Une nouvelle page se dessine, une page d'unité et de souveraineté. Venez l'écrire avec nous à Lomé du 26 au 28 juin 2025. Pour être de la partie, sur place ou en ligne, inscrivez-vous sur notre site mansa.com.